Au XXe siècle, les croyances populaires en des mondes habités sont légion, et même partagées par les scientifiques les plus optimistes. Après la Renaissance et les Lumières, la pensée d'une place et d'un rôle particulier pour l'humanité ont été relayées au stade d'idées archaïques. La culture populaire s'empare du sujet et des myriades d'extraterrestres sortent de notre imagination. L'astronome italien Giovanni Schiaparelli observe des structures sur Mars qu'il appelle des canaux. Percival Lowell, un astronome américain, popularise ensuite l'idée que ces canaux seraient en fait des ouvrages d'ingénierie martienne destinés à acheminer l'eau depuis les pôles vers les zones équatoriales. Ces observations alimentent les spéculations sur une civilisation intelligente sur Mars et nourrissent toute la littérature de science-fiction sur les Martiens. Vénus, située dans la zone habitable du Soleil et présentant des caractéristiques semblables à la Terre, est considérée comme habitable. On imagine alors que sous ces nuages se trouvent de vastes océans et une jungle luxuriante. Certains, comme le célèbre astronome Carl Sagan, envisagent même des formes de vie sur Jupiter ou Saturne, des créatures flottantes adaptées aux environnements gazeux. Mais les sondes spatiales lancées à partir de la deuxième moitié du XXe siècle viennent balayer toutes ces idées. Lorsque la sonde américaine Mariner 2 survole Vénus en 1962, elle peut en mesurer la température entre 400 et 500 degrés, sa très forte teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère et son absence de champ magnétique. En 1970, la sonde russe Venera 7 est le premier engin spatial à se poser sur une autre planète du système solaire, à la surface de Vénus, et confirme que la pression qui y règne est de 90 atmosphères terrestres, ce qui équivaut à la pression à 1000 mètres de profondeur sous les océans. En 1975, Venera 9 fait la première photographie de la surface de Vénus. C'est une planète extrême, inhospitalière, et aujourd'hui complètement incapable d'accueillir la vie. Les premières images de Mars sont prises en 1965 en orbite par la sonde Mariner 4. Ces images montrent un monde sec et apparemment stérile, couvert de cratères, contredisant les idées d'une Mars couverte de canaux ou de végétation. Les mesures envoyées par Mariner 4 permettent de confirmer la non-viabilité de Mars, une atmosphère et un champ magnétique quasi inexistants. La sonde Viking 1 en 1976 n'est pas la première à s'y poser, les Russes avec Mars 3 les avaient devancés, mais elle est la première à réussir à prendre des images de la surface. Ces images enterrent l'imaginaire collectif autour d'une Mars habitée fantasmée. Finalement, l'aventure des sondes spatiales nous a montré qu'il n'existait pas de monde habitable dans notre système solaire. Du moins, pas pour une espèce évoluée telle que la nôtre. Désormais, les recherches se concentrent sur des formes de vie primitives qui pourraient exister sous les océans des lunes de Jupiter ou qui auraient pu exister sur Mars ou Vénus dans des temps bien lointains avant de disparaître avec l'évolution de ces planètes. Mais on se rassure alors, il existe des milliards de systèmes solaires comme le nôtre. Il doit forcément exister de nombreuses terres identiques à la nôtre dans tous ces systèmes, même s'il n'y en a qu'une seule. Le premier modèle de création du système solaire est dû à Emmanuel Kant. Oui, le philosophe qu'on étudie en terminale. Ce modèle sera ensuite repris par Simon de Laplace. Pour la première fois dans l'histoire, on explique l'origine de nos astres sans explication surnaturelle ni religieuse. Alors, pour la petite anecdote, lorsque Laplace présente ce modèle à Napoléon, l'empereur se serait étonné. Et Dieu dans tout cela? Laplace aurait alors répondu « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Ce modèle, celui de la nébuleuse primitive, suggère que le Soleil et les planètes se seraient formés à partir d'une immense nébuleuse de gaz en rotation, beaucoup plus massive que le Soleil et s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune. Cette nébuleuse primitive, très chaude, se serait contractée progressivement sous l'effet de sa propre gravité, entraînant l'augmentation de sa vitesse de rotation. En se rétrécissant, les forces centrifuges auraient conduit à la formation de couches annulaires de matière qui se seraient détachées, puis auraient formé chacune des planètes et leurs lunes par agglomération, tandis que le Soleil se serait formé lui à partir du noyau central de la nébuleuse. Bon, ce modèle, bien que novateur, présentait tout de même des lacunes, donc il a été corrigé et affiné au fil des découvertes astronomiques par les scientifiques pour aboutir au XXe siècle au modèle de la nébuleuse solaire. Ce modèle décrit une nébuleuse composée de gaz et de poussière provenant de l'effondrement d'étoiles plus anciennes. D'abord stable, elle s'effondre sous l'effet d'un événement externe, tel une onde de choc par exemple issue d'une supernova proche. Cet effondrement gravitationnel accélère sa rotation et aplatit la nébuleuse en un disque protoplanétaire.
Au centre, la concentration de matière forme une proto-étoile, notre Soleil. Sous l'effet des forces gravitationnelles, la température et la pression répartissent les matériaux dans le disque selon leur densité. Dans la zone centrale très chaude, les éléments lourds, métaux et roches, restent solides, tandis que les éléments volatiles, eau, ammoniac et méthane, se vaporisent. A l'inverse, dans les régions externes, plus froides, ces composés volatiles se condensent en glace. Ces éléments s'agglomèrent ensuite pour former des protoplanètes. Des planètes telluriques près du Soleil, composées de métaux, de roches, puis plus loin, des planètes gazeuses et des géantes de glace. Lorsque le Soleil atteint la température nécessaire à la fusion nucléaire, la fusion de l'hydrogène génère un vent solaire puissant qui balaye les gaz restants, arrêtant ainsi la croissance des planètes. Ce modèle explique de nombreuses observations dans notre système solaire, l'ordre des planètes, leur composition, leur masse, leur sens de rotation, le plan des orbites, etc. Cependant, cette cohérence n'est guère surprenante, puisque nous avons construit ce modèle à partir du seul système stellaire que nous connaissons, le nôtre. Si le modèle de la nébuleuse primitive de Kant et Laplace se limitait à expliquer la création du système solaire, celui plus moderne de la nébuleuse solaire est lui généralisé rapidement à l'ensemble des systèmes stellaires au XXe siècle. Dans ce modèle, la création de planètes dans une zone dite habitable, une planète tellurique à une distance suffisamment éloignée du Soleil pour que l'eau reste liquide mais suffisamment proche pour qu'elle ne gèle pas, est considérée comme un phénomène courant. On estime le nombre de planètes dans notre galaxie entre 200 et 800 milliards, soit au moins une par étoile. Selon ce modèle de création stellaire, plusieurs milliards de planètes se trouvent donc en zone habitable où l'eau liquide peut exister. Toutefois, nous avons négligé un détail crucial, l'anthropocentrisme de notre modèle. Nous l'avons d'abord élaboré pour expliquer la formation de notre système solaire et donc de la Terre, avant de le généraliser à toute la galaxie. Cette généralisation repose sur une hypothèse majeure, que la Terre, le Soleil et le système solaire tout entier, voire notre galaxie, n'ont rien d'exceptionnel dans l'univers. Et tout cela sans avoir jamais eu la preuve d'existence d'une autre quelconque planète en dehors de notre système solaire. En 1995, deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, annoncent la découverte de la première exoplanète tournant autour d'une étoile en séquence principale, 51 Pégasi, à 50 années-lumière dans la constellation de Pégase. En 2019, ils reçoivent le prix Nobel de physique pour leur découverte. Mais contre toute attente, les caractéristiques de cette planète ne sont pas du tout celles que l'on attendait. Pire encore, elles semblent totalement impossibles d'après le modèle de création des systèmes stellaires alors admis, celui de la nébuleuse solaire. 51 Pégasi b, le nom de cette exoplanète, est une planète géante gazeuse semblable à Jupiter, mais située à une position inattendue. Collée à son étoile, elle se trouve à seulement 7,8 millions de kilomètres de celle-ci. Alors, à titre de comparaison, Mercure, la première planète du système solaire, est située à 58 millions de kilomètres, la Terre à 150 millions et Jupiter à 780 millions de kilomètres du Soleil, soit 100 fois plus loin que 51 Pégasi b. Alors que Jupiter a une température d'environ moins 150 degrés et tourne autour du Soleil en 12 ans, 51 Pégasi b effectue sa révolution autour de son étoile en seulement 4 jours et atteint une température de plus de 1200 degrés. Catégorisé comme un Jupiter chaud, sa formation est inexplicable. Les découvertes ultérieures autour d'autres étoiles révèlent eux aussi de nombreux types de planètes complètement absentes de notre système solaire. Parmi les 5000 exoplanètes découvertes à ce jour, moins de 10% seulement sont cohérentes avec le modèle de la nébuleuse solaire. On trouve désormais une grande variété de planètes, des Jupiters chauds, tièdes et froids, des super-Terres, des mini-Neptunes, des Neptunes chauds, des planètes telluriques, des planètes chthoniennes, des planètes à période ultra courte, des planètes errantes, etc. Ces découvertes nous montrent la grande diversité des systèmes stellaires, bien plus importante que ce que l'on pouvait imaginer. Bien que les mécanismes de création puissent être généralisés à partir des effondrements de nébuleuses de gaz et de poussière, chaque système connaît une évolution singulière qui dépend d'une myriade de paramètres. L'idée simpliste de systèmes stellaires homogènes qui fonctionneraient tous comme notre propre système solaire devient désormais dépassée. Notre système solaire semble d'ailleurs être bien plus une exception qu'une règle. On n'a pas encore découvert à ce jour de planètes de type Terre orbitant autour d'une étoile comme le Soleil. Et c'est pas étonnant, les petites planètes telluriques, assez éloignées de leur étoile comme la Terre, sont beaucoup plus difficiles à détecter que les super-Terres ou les Jupiters plus massifs. C'est donc un biais important à prendre en compte.
on peut facilement imaginer que dans les prochaines années, nous allons découvrir encore de nombreux types de planètes totalement inconnues, et même peut-être quelques planètes semblables à la Terre. Afin de concilier le modèle de la nébuleuse solaire, qui explique la création d'une ou plusieurs proto-étoiles au centre, de protoplanètes rocheuses près du centre et de protoplanètes gazeuses massives plus éloignées, avec les observations d'exoplanètes massives proches de leur étoile, il faut ajouter un phénomène de migration planétaire durant la jeunesse du système. Le système de migration explique ainsi comment ces planètes, en particulier les géantes gazeuses, se forment loin de leur étoile, puis se déplacent ensuite, le plus souvent vers l'intérieur au cours de leurs premiers millions d'années d'existence. Dans le cas de 51 Pégasi b, la planète, initialement un proto-Jupiter froid, est devenue un Jupiter chaud en se rapprochant jusqu'à coller son étoile. L'influence gravitationnelle des géantes en migration affecte tout le système qui, en fonction des protoplanètes existantes et du milieu interplanétaire, peut avoir des conséquences complètement diverses, expliquant la variété des exoplanètes observées. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce que dans notre système à nous, on observe Jupiter et Saturne à leur position actuelle et non pas au centre du système où elles auraient dû migrer? Si tel était le cas, elles auraient perturbé la formation des planètes intérieures et le système solaire aurait été radicalement différent. Le modèle du Grand TAC en 2011 et le modèle de Nice en 2005 viennent décrire deux scénarios qui expliquent l'agencement finalement très particulier de notre système solaire. Le modèle du Grand TAC explique que très tôt, dans les premiers millions d'années du système solaire, Jupiter puis Saturne ont commencé leur migration vers l'intérieur du système comme dans les autres systèmes que nous avons observés. Jusque-là, tout est normal. La présence de Jupiter dans le système interne a empêché la planète Mars d'agréger toute la matière environnante, ce qui nous permet d'expliquer sa petite taille et la présence de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Cependant, avant que Jupiter n'ait le temps d'aller plus loin vers le Soleil, la présence de Saturne, elle aussi en migration, et les caractéristiques particulières de leurs orbites respectives les font entrer en résonance, provoquant l'inversion de leur migration et les renvoyant à leur position actuelle. Le modèle de Nice, lui, explique la migration ultérieure d'Uranus et Neptune vers l'extérieur du système solaire, survenue entre 600 et 800 millions d'années après la formation du système. Suite à la résonance de Jupiter et Saturne et leur retour dans le système extérieur, celui-ci se déstabilise complètement. Uranus et Neptune s'éloignent vers l'extérieur, éparpillant au passage des myriades de petits corps dans la ceinture de Kuiper et le système solaire externe. Cette phase chaotique explique en partie l'intense bombardement météorique tardif dont témoignent les cratères lunaires. Ce bombardement a pu façonner les conditions initiales et la dynamique évolutive de la biosphère terrestre qui est apparue à cette époque dans les océans, alors seul refuge face à cet intense bombardement. Il semble aussi que ce bombardement puisse être à l'origine d'une partie de l'apport d'eau sur la Terre en provenance des confins du système solaire, même si la part exacte est encore sujette à débat. Finalement, notre système solaire constitue bien une exception à la distribution des planètes et leur migration si particulière, étant le résultat d'une série de paramètres uniques. À son origine, Mars possédait des conditions similaires à la Terre. C'est pour cette raison que nous envoyons des missions à sa surface. Nous voulons savoir si la vie, non pas existe actuellement sur Mars, mais a existé à ses débuts. Ainsi, nous pourrions observer qu'à deux endroits aux conditions similaires, Terre-Mars, la vie a pu apparaître. Et si elle s'est développée à deux reprises, elle devrait donc pouvoir émerger chaque fois que les conditions sont réunies. Mais Mars a perdu son champ magnétique il y a 4 milliards d'années, rendant aujourd'hui toute vie impossible à sa surface. Sans champ magnétique, le vent solaire a progressivement soufflé l'atmosphère martienne, fait évaporer ou geler l'eau et laissé la surface exposée au flux continu des radiations solaires. Et si Mars a perdu son champ magnétique, c'est notamment à cause de sa petite taille, bien inférieure à celle de la Terre, et donc due en partie à la migration de Jupiter. Si le Grand TAC n'avait pas eu lieu, la Terre aurait pu subir le même sort et n'aurait pas pu atteindre la taille qu'elle a aujourd'hui, voire aurait pu ne jamais exister. Elle aurait eu en tout cas un tout autre destin. Nous sommes aujourd'hui bien mieux équipés qu'à l'époque grecque ou à la Renaissance pour réfléchir à la question de l'unicité de la Terre et de la pluralité des mondes.
Si nous savons que la formation de systèmes stellaires est courante et que des prototerres existent, nous attribuons de plus en plus la stabilité de notre planète, maintenue pendant les 4 milliards d'années nécessaires à l'évolution de la vie, à une série de coïncidences remarquables. Nous avons parlé du grand arc, dû aux caractéristiques et aux orbites très particulières de Jupiter et Saturne, mais il faut aussi considérer le rôle de la Lune par exemple. Celui-ci stabilise l'axe de rotation terrestre, permettant ainsi l'existence de saisons homogènes sur de très longues périodes. La Lune, satellite unique par sa masse relative à sa planète dans tout le système solaire, est elle-même née d'une coïncidence. L'impact de la Terre et Theia, une protoplanète de la taille de Mars, il y a 4,5 milliards d'années. Le passage de la vie microbienne à la vie complexe que nous connaissons aujourd'hui nécessite le maintien d'un environnement stable et habitable pendant des milliards d'années. Combien d'autres coïncidences ont-elles été nécessaires? Et quelle est leur probabilité d'occurrence rapportée au nombre d'étoiles et de planètes dans notre galaxie? L'idée de la pluralité des mondes a connu plusieurs phases. D'abord un refus catégorique, ancré dans les croyances et la vision d'un monde du passé, puis une euphorie exploratoire suite à la révolution copernicienne, pour arriver aujourd'hui à une réponse beaucoup plus nuancée. La pluralité des mondes? Oui, bien sûr. Des mondes habitables à un instant T? Oui, sûrement. Des mondes réunissant les conditions d'émergence de la vie? Peut-être. Des mondes habitables et stables suffisamment longtemps pour permettre l'émergence d'une vie complexe? La question est plus que jamais ouverte. Ce que nous savons désormais, c'est que la Terre, telle que nous la connaissons, est peut-être bien unique dans la galaxie. Je vous remercie de votre attention. Bon et bien voilà, merci d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout. Alors j'avais dit que j'en faisais plus, hein, après la vidéo sur l'astrologie, voilà, je pensais avoir fini ce que je voulais dire et puis j'ai bêtement changé d'avis quoi. Voilà, j'ai retrouvé un sujet qui me trottait quand même depuis très longtemps et j'avais envie d'en faire quelque chose et puis un sujet arrive, il y en a d'autres qui viennent du coup en profiter pour revenir aussi, bref, il n'est pas exclu que j'en fasse d'autres ou j'en sais rien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager cette histoire qui représente quelque chose d'assez important pour moi, qui est la science, c'est de la nuance. On va très vite dans un extrême comme à l'autre. Il n'y a aucune pluralité des mondes, tous les mondes sont habitables. Et en fait, la réalité n'est pas aussi poignante, elle est souvent beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe, beaucoup plus dans les peut-être, dans les oui mais. Et je crois que c'est ça que j'adore. Merci à tous.